Dossier numéro 1, jeune homme de 25 ans adressé par SOS médecin pour une cétonurie, diabétique depuis 3 ans, donc vous n'avez pas de diagnostic à faire. Évidemment, c'est un diabète de type 1. Certains d'entre vous se lancent en disant probable, mais c'est sûr, 25 ans, sous insuline, pas de problème. Il a fait ce que font beaucoup de patients, c'est-à-dire qu'ils diminuent leur dosage d'insuline en fonction de ce qu'ils mangent, uniquement en fonction de ce qu'ils mangent. Et en particulier, il a tout arrêté alors qu'il ne mangeait plus. Et vous savez bien sûr tous qu'au cours de la nuit et au cours de la journée, on a une néoglucogénèse hépatique persistante puisque notre cerveau a besoin de sucre en permanence. Et donc, il y a besoin d'un dosage de base d'insuline et qu'il ne faut donc jamais arrêter l'insuline lente. On en reparlera. Clinique, dextro 3 grammes 50, pas de fièvre, des douleurs abdominales diffuses, un diagnostic précis. Vas-y. Moi j'avais mis, donc c'est un jeune homme qui a donc un diabète de type 1, compliqué donc d'une acidocétose diabétique, probablement secondaire en fait à son infection de son angine traitée par clamoxyle et surtout son arrêt d'insuline. Ok, parfait. Donc c'est vrai que ça va être difficile pour ceux qui m'ont rendu le dossier, vous le ferez un peu de mémoire. Mais donc, il a dit les points importants. Acidocétose, en tous les cas, cétose diabétique sûre. Acidose probable dans la mesure où il est polypnéique et donc on peut supposer qu'il est en train de compenser une acidose. Secondaire à 1, l'arrêt de l'insulinothérapie et 2, probablement une augmentation des besoins en plus, secondaire à une infection. Ok. Deuxième question, basique, les examens complémentaires. Alors j'ai mis NFS plaquettes, ionogramme sanguin avec la kaliémie surtout. D'accord. Urée, créate, CRP, glycémie veineuse, ECG, vendelette urinaire, gaz du sang et radio de thorax. Donc je pense que tu as tout ce qu'il faut. Par contre, c'est dommage presque de commencer par NFS plaquettes. Ah, je suis même pas sûre que ça soit le plus important avec ce que tu as. Gaz du sang, ça me va. Donc les points importants, c'était effectivement gaz du sang, évidemment. Vous y avez, je pense, à peu près tous pensé. Iono pour regarder la kaliémie et l'électrocardiogramme. Il y a quand même là plusieurs personnes qui n'avaient pas mis d'électro. C'est vrai qu'il est jeune, c'est pas pour rechercher des signes de souffrance myocardique, mais pour rechercher des signes d'hyperkaliémie. Donc c'était les 3 zéros à rajouter en plus. Effectivement, la glycémie veineuse pour confirmer, mais on n'a pas trop de doute. Et un bilan infectieux, une UM, une CRP, pourquoi pas. Elle me demande c'était quoi les 3 zéros. Donc c'est gaz du sang, ionogramme sanguin et électro. Là je vais oublier sûrement. Question 3. Donc là pour le moment pas de problème. Ça se complique après un tout petit peu ou dans les dossiers suivants. Numéro 3, un pH à 7,10. Des bicards à 10 millimoles par litre. PCO2 à 20, PO2 à 100. Interpréter les résultats. Alors j'ai dit qu'il était en... Vas-y. J'ai dit qu'il était en acidose métabolique. D'accord. Donc la prise en charge, c'est une hospitalisation en urgence avec donc scopage, voie veineuse périphérique, au repos. J'ai mis une insulinothérapie en intraveineux par seringue électrique. J'ai pas mis la dose par contre. On en reparlera après. Je pense pas que ce soit important de mettre la dose. D'accord. J'ai mis des antalgiques, paracétamol. C'est bien. Une réhydratation par sérum physiologique. En fonction du ionogramme sanguin, je lui mets du KCL. En fonction du iono et de l'ECG, bien sûr. Je continue son antibiothérapie, que je passe en IV vu qu'il a des nausées. Et je le surveille. Ok. Donc sur le diagnostic, je pense que vous êtes tous d'accord. Vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des... Là, je vais un peu vite, je vais ralentir après. Mais si vous avez des questions. Donc acidose métabolique, ok. Moi, j'avais rajouté qu'elle n'était pas compensée ou insuffisamment compensée ou partiellement compensée par une hyperventilation alvéolaire dont le symptôme était son hypocapnie. Bien. La prise en charge, en dessous de... Les endocrinologues, on est assez frileux. Donc,
en salle, en dessous de 7,20, c'est sûr qu'en dessous d'un pH à 7,20, on ne les prend pas en salle. Même en dessous d'un pH à 7,30, en général, ils ne sont pas en salle. Donc une hospitalisation en soins intensifs, ça me paraissait justifié. Il y a pas mal de gens qui m'ont parlé de bicarbonate. On n'a pas besoin de mettre de bicarbonate à moins d'un pH inférieur à 7. Juste l'insulinothérapie, ça va suffire pour compenser l'acidose. Puisque l'acidose vient des corps cétoniques, et de lui compenser sa carence en insuline, ça va permettre de faire disparaître ces corps cétoniques et disparaître l'acidose. Donc en soins intensifs, l'insulinothérapie, donc effectivement la dose classique c'est 10 unités heure à la seringue électrique. Il y a différents protocoles dans les différentes réanimations. Ce qui compte plus que la dose, pour moi, c'est que vous mettiez que vous l'adaptez à la cétonurie. Et on en reparlera aux questions d'après, il n'est pas question de l'adapter, enfin on va l'adapter peut-être un tout petit peu, mais ce qui compte pour le moment, tant qu'il a des cétones dans les urines, il faut l'adapter à la cétonurie et pas à la glycémie. Donc insulinothérapie IVSE, adapté à la cétonurie, c'est ça les points importants. 10 unités heure, c'est ce qui est très classique dans les réanimations. Deuxième chose importante, c'est la réhydratation. Alors, moi, je vous propose dans la correction un protocole. Vous pouvez apprendre celui-là de réhydratation. Il y en a plusieurs. Il y a pas, personne ne vous en voudra. Il faut en apprendre un, par contre, que vous le sachiez par cœur. Donc, on commence toujours par du sérum Phi. On passe après à du G5, puis à du G10 quand la glycémie est en dessous de 2 grammes par litre. Globalement, on met au moins 6 litres par 24 heures pour une acidocétose diabétique. Donc sérum Phi, puis G5, puis G10, 6 litres par 24 heures. Et encore plus important que ça, c'est effectivement ce dont elle a parlé, c'est la supplémentation potassique. Moi, pourtant, je ne vous avais pas parlé de son potassium, mais c'était un 0 à la question. Si vous ne me mettiez pas, vous ne m'en parliez pas. Je sais que selon les livres, soit vous le mettez tout de suite, soit on le met après 3 heures. Ça n'avait pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous y pensiez. Et donc, globalement, nous, on pense qu'il vaut mieux le mettre tout de suite. Parce que vous savez que même s'ils sont hypercalémiques, ils sont en hypocalémie intracellulaire. Donc, il vaut mieux le mettre d'emblée pour ne pas oublier. En général, après, on oublie. Ça va très très vite, ils descendent très vite en hypocalémie. La seule contre-indication qu'on nous apprend à ne pas mettre le potassium tout de suite, c'est s'il y a des signes ECG d'hypercalémie. Ok ? Donc en tous les cas, surtout pas oublier les réhydratés, mais qui sont très déshydratés. Ils ont l'hyperglycémie, la glycosurie, donc une diurèse osmotique déshydratée. Donc les réhydratés et surtout une supplémentation en potassium. Effectivement, traitement antalgique, c'était bien vu, il avait mal au ventre. Des mesures non spécifiques de réanimation, ça vous en connaissez mieux que moi. Et la surveillance, les points importants, c'était l'acétonurie. D'abord, même avant la glycémie capillaire, l'acétonurie. La glycémie capillaire, bien sûr, et l'iono. Alors, c'est vrai qu'on va surveiller les gaz du sang, mais ce que moi, je voulais ressortir, c'était ça. OK ? Donc, la glycémie capillaire, enfin même l'acétonurie, la glycémie capillaire et l'ionogramme sanguin. Le risque, pour lui, c'est presque la iatrogénie et le passage en hypocalémie brutale. Vas-y. L'acétonurie, en fait, on la surveille sur la bandelette urinaire ou sur des dosages Alors, elle me demande comment on surveille l'acétonurie. Globalement, dans presque tous les hôpitaux, on la surveille sur la bandelette urinaire. Ce qui est un peu bizarre parce que c'est un peu en retard, puisque c'est ce que tu fais, ce que tu pisses. Mais il y a très peu d'endroits où il y a l'acétonémie au bout du doigt qui existe. Donc, ça reste sur l'acétonurie, les bandelettes urinaires. Pas de question de plus là-dessus. Donc, bicarbonate si vous avez un pH inférieur à 7. Soins intensifs si vous avez un pH inférieur à 7,30. L'insuline en fonction de l'acétonurie et la supplémentation potassique. Très important. Ok, donc comme on fait du multidisciplinaire, on change un tout petit peu de domaine pour la question 4. L'infirmière se pique. Quelle est votre conduite à tenir? Vas-y. Je pense, en fait, moi, j'en ai même pas parlé dans la correction. Donc, elle dit, on parlait de l'antibiothérapie IV. Je dois vous dire que faut continuer à traiter son angine, effectivement. S'il a des nausées, qu'il n'arrive pas, il n'y a aucune indication à le mettre intraveineux. La seule indication, c'est les vomissements. Donc, tu peux continuer l'antibiothérapie
Péros si possible, et si vomissement incoercible, passer IV. Mais c'est pas une question d'efficacité de l'antibiothérapie, quoi. Et je ne l'ai pas mis du tout dans ma correction, mais c'est bien de le rajouter. Traitement du facteur déclenchant, quoi. Même si là, je pense que c'est plus l'arrêt de l'insuline que son infection. On continue? Question 4. Bon, c'est un accident d'exposition au sang, donc rinçage, nettoyage de la plaie à l'eau courante pendant 10 minutes, antiseptique type d'Aquin sur la plaie, Ok. déclaration, non, c'est pas déclaration, c'est consultation médecine du travail ou urgentis en fonction de l'heure. Et, et donc évaluation du risque de transmission, sérologie du patient si besoin, avec examen clinique et prélèvement avec accord du patient. Si risque de transmission, si pas de risque de transmission, je sais plus ce que j'ai mis. Bon, si pas risque de transmission, pas de risque de transmission, déclaration d'accident du travail. Non, c'est pas mal. Donc vous êtes d'accord à peu près. Donc 1, c'est un accident d'exposition au sang, donc ça c'est toujours la même chose. J'ai mis arrêt du geste en cours. Bon. Ne pas faire saigner, ça sert à rien. Laver la plaie à l'eau et au savon. Désinfecter au Daquin, 5 minutes minimum. Évaluer le patient source. Effectivement, a priori, à moins qu'il n'y ait pas de piqûre, à ce moment-là, il n'y a pas de risque. Mais s'il y a une piqûre, il y a un risque. Donc, c'est même pas en si besoin. Il faut absolument évaluer le patient source, mais c'est avec accord du patient. Donc, sérologie VIH rapide, puis les sérologies VIH standard, hépatite B, hépatite C. Alors, évaluer le risque, donc c'est ce que font effectivement en général les urgentistes le plus souvent, en fonction de la plaie, du type d'aiguille, et évidemment des résultats de la sérologie VIH rapide. En fonction de tout ça, ils décident de mettre en route une trithérapie en urgence le plus rapidement possible. Donc j'ai mis comme toi, en tous les cas, déclarer, faire le certificat initial d'accident du travail, adresser la patiente en médecine du travail pour réévaluer de toute façon la prise en charge et l'éducation préventive des récidives. Et j'ai mis la prophylaxie du tétanos, mais bon, a priori, en plus, une infirmière, je pense que ces vaccinations sont à jour. Rien de fou. Question 5, les mesures préventives pour éviter ce genre d'accident. Donc, j'ai parlé des conditions du prélèvement avec le port de gants, effectuer le prélèvement au calme en étant assis avec un patient prévenu et à une bonne lumière, avoir un conteneur à aiguilles à proximité. Ouais, non, c'est bien. Utiliser du matériel avec des aiguilles rétractables et puis des campagnes d'information des professionnels. Donc c'est ça, l'idée y est évidemment. Hein, donc c'est la prévention, c'est éduquer et former le personnel soignant. Toujours le. Alors là, on est en dehors de l'endocrinologie, mais vous verrez que je vais vous parler beaucoup d'éducation. Donc éduquer, former, suivre les précautions, c'est gants, ne pas recapuchonner les aiguilles principalement. Hein. Et j'ai rajouté en plus le vaccin contre l'hépatite B obligatoire du personnel soignant. Donc c'est pas en prévention de l'accident véritable, mais en prévention des conséquences potentielles d'un accident d'exposition au sang. Vous avez été, voilà, chacun a eu ses petites idées dans les dossiers que j'ai corrigés, mais les idées principales sont là. Donc on revient à notre patient. Finalement, tremblement, surdiffuse, premier diagnostic, prise en charge. Alors, hypoglycémie iatrogène. Et la prise en charge, donc on poursuit l'hospitalisation et on met du G30% en intraveineux en Y. On poursuit l'insulinothérapie, mais on peut diminuer les doses et on continue la surveillance par la suite rapprochée. Donc, je suis à peu près d'accord avec toi. Donc, une hypoglycémie iatrogène. OK. Première chose à faire, donc toujours quand on met prise en charge, je trouve que ça ne veut pas dire... Première chose, prise en charge diagnostique, donc juste confirmer cette hypothèse. Donc réalisation d'une glycémie capillaire en premier lieu, qui a priori vous confirmera cette idée. Donc devant l'hypoglycémie, la première chose à faire, c'est ce que tu as fait, donc c'est le resucrage. J'accepte un resucrage Péros ou IV. C'est vrai que a priori, il n'a pas de trouble de la vigilance là.
Enfin, il n'est pas dans le coma, donc on pourrait lui faire boire des sodas, mais comme il a une voie veineuse, en pratique, je pense qu'on lui passerait du G30, effectivement. Donc, resucrage. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Et en pratique, normalement, plus que de diminuer l'insuline, tu sais, l'insulinothérapie, on va l'adapter en fonction de la cétonurie. Donc, plus que de diminuer l'insuline, là, comme je ne vous dis pas s'il est encore cétonurique ou pas, il faut modifier la base. C'est-à-dire que si on était avec du sérum Phi, lui mettre du G5, et si on était du G5, lui passer du G10. Donc, augmenter ses apports sucrés pour qu'il arrive à compenser l'insulinothérapie nécessaire à sa carence. Ok? C'était dans l'idée où c'était très flou. Hein. Si on vous dit qu'il est plus cétonurique, il faut plutôt baisser l'insulinothérapie plutôt que de lui continuer à lui mettre plus de sucre. Donc, faire une glycémie capillaire, diagnostic, resucrage G30 ou resucrage Péros, modifier la base et surtout, je pense que personne ne l'a fait, ne jamais arrêter l'insulinothérapie. Ça, je pense que c'est clair. Ok, on passe à la diabéto. Les grands axes de prise en charge. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment. On parlera en fait du diabète de type 2 jeudi. Donc là, le moment où on parle du diabète de type 1. Vas-y. Alors j'ai mis suivi par un diabétologue en ville. Ensuite, éducation du patient sur l'insulinothérapie, le mode de surveillance par glycémie capillaire et par bandelette urinaire. D'accord. Ensuite, lui rappeler les règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire éviter les aliments à index glycémique élevé, ne pas sauter des repas, s'il prend des médicaments, donc prendre un avis médical pour adapter l'insulinothérapie. Ensuite, prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire associés s'il y en a. Et surveillance par des consultations ophtalmo, cardio, néphro. Et voilà. Donc, globalement, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas oublier d'adapter votre réponse. C'est un diabète de type 1, un jeune homme de 25 ans. Donc la situation n'est pas exactement pareille que chez le diabétique de type 2. On peut évoquer ces facteurs de risque cardiovasculaire, mais c'est sûr que ça ne sera pas, je pense, tout de suite le problème. Donc, effectivement, on va l'hospitaliser, je pense, en diabétologie après son acidocétose, pour l'équilibre de son diabète et pour reprendre un peu son éducation. Donc, on va dire que dans la prise en charge thérapeutique, il faut qu'apparaisse tout de suite le mot éducation. Alors, une éducation à l'insulinothérapie fonctionnelle, si vous voulez. En tous les cas, une éducation pour l'équilibre glycémique. Effectivement, on va lui donner au moins 4 injections d'insuline. Je pense que maintenant, vous êtes à peu près au point. Chez les diabétiques de type 1, ils ont besoin d'une lente. Maintenant, il y a des lentes qui durent 24 heures, donc qui s'appelle la Lantus, que vous m'avez presque tous évoqué. Donc, une lente de 24 heures. Attends, ils sont en train de se passer le micro, genre, je vais sauter tous ces gens-là. Excuse-moi, mais l'esquive, quoi. Donc, insuline lente de 24 heures, que vous la faites le matin ou le soir, c'est à l'heure à laquelle ils préfèrent. Donc, l'insuline lente qui va couvrir le métabolisme de base et qu'on ne doit jamais arrêter. Et l'insuline rapide qui couvre les repas. Ok? Donc, il faut malgré tout, je pense, évoquer dans une question comme ça les règles hygiéno-diététiques, même si c'est ce qu'elle a dit. Il n'est absolument pas question ni de les mettre au régime, ni de parler de régime comme pour les diabétiques de type 2. Il faut effectivement qu'ils évitent les sucres à index glycémique élevé. Donc, vous savez qu'on dit ça maintenant, hein, pas sucre lent, sucre rapide, mais sucre à index glycémique élevé, comme en particulier les jus d'orange et les sodas. Mais à part ça, si c'est un jeune homme diabétique mince, il peut manger à peu près ce qu'ils veulent. Et ils ont une hygiène de vie qui est celle que je vous conseillerais à tous, c'est-à-dire faire du sport, pas fumer, des choses comme ça. Il n'y a plus de repas à heure fixe. Tu as parlé de repas à heure fixe, il n'y a pas de repas à heure fixe. L'avantage de ça, c'est qu'ils ont leur insuline lente qui dure 24 heures et ils font la rapide au moment où ils mangent. Donc s'ils veulent sauter un repas, ils ne font pas leur rapide. Donc il n'y a pas de repas à heure fixe, pas de collation, surtout plus de collation, ça c'est terminé. C'était quand on utilisait l'acte rapide. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Et des règles hygiéno-diététiques conseillées à n'importe quel jeune homme de 25 ans.
C'est compliqué. Hygiène des pieds, c'est compliqué. Alors qu'il a 3 ans de diabète, on va dire hygiène des pieds en fonction de ton examen clinique et en fonction des signes de neuropathie. S'il n'a aucun signe de neuropathie, d'atteinte de neuropathie périphérique, il n'y a aucune raison qu'il fasse plus attention à ses pieds que toi. Ça peut être un départ, hein, que tu y penses, c'est bien. On t'en voudra pas. Mais on ne va pas tout de suite parler à un diabétique de 25 ans du fait qu'il a un risque de plaie des pieds. Il sent le monofilament comme toi et moi, a priori, ce n'est pas le problème. Ce qu'il faut le sensibiliser, c'est adapter son insuline à ce qu'il mange et à sa façon de vivre. Donc pour la prise en charge, donc thérapeutique, effectivement mise en place d'une insulinothérapie optimisée, donc on appelle ça un basal bolus. C'est un mot qui, je pense, important. Règles d'hygiène-diététique, on en a parlé. Éducation, ok. Surveillance à vie, c'est toujours le mot important. Hein. Il va rester diabétique probablement toute sa vie. On n'a pas encore trouvé de quoi les traiter, de quoi les guérir. Prise en charge à 100%, elle est sûrement déjà faite, mais comme il a été vu que par son médecin généraliste, à vérifier. Bon. Deuxième partie, prise en charge pronostique. Est-ce que là, c'est important de, justement, effectivement, lui parler de ses pieds, lui parler de toutes les complications possibles du diabète? Alors, la réponse, c'est que souvent, on dit qu'on commence à faire les bilans après 5 ans d'évolution de diabète, mais qu'on peut faire un fond d'œil, le fond d'œil, quasiment d'emblée, ou en tous les cas au bout de 2-3 ans d'évolution d'un diabète de type 1, pour avoir un fond d'œil, ce qu'ils disent un fond d'œil de base. Donc lui, on peut lui faire un fond d'œil, mais il n'y a pas besoin de faire toute votre batterie d'examens cardiovasculaires. Pas encore. Maintenant, lui faire un bilan lipidique et vérifier sa tension artérielle, pourquoi pas. Et c'est à peu près tout. Hein. Sur le basal bolus, vous aviez tous, personne ne met plus d'acte rapide à ces patients diabétiques. En tous les cas, pas un diabétique de type 1. L'acte rapide, c'est hors jeu. Hein. Vous savez que ça dure beaucoup, ça mettait au moins une demi-heure à agir. Donc normalement, les diabétiques de type 1, on leur demandait de faire leur insuline une demi-heure avant le repas, ce qui est quand même pas très pratique. Et le pic glycémique était décalé par rapport au pic d'insuline. C'est-à-dire qu'ils avaient leur pic glycémique comme ça et le pic d'insuline un peu décalé comme ça. Ça durait 4 à 6 heures et donc c'était à ce moment-là, quand la glycémie était déjà redescendue et qu'il y avait encore beaucoup d'insuline, qu'ils avaient un risque d'hypoglycémie. D'où le besoin de collation. L'idée, c'est que les nouvelles insulines, qui sont les analogues d'eau rapide, qui s'appellent Novorapid et Humalog, elles reproduisent mieux le pic glycémique. Donc plus besoin de collation et on se fait son injection juste avant de manger. Et de façon normalement intelligente, juste en fonction de ce qu'on mange. Ok. Et c'est encore différent des ultra rapides? Non, c'est ça, c'est la même chose. C'est pas différent des ultra rapides. Ce qu'elle me demandait, les analogues de rapide, ultra rapide, c'est ça. Acte rapide, c'est de l'insuline standard. Question 8. Donc, je ne sais pas pourquoi on repart à toi. Écoute, ce n'est pas une question très compliquée. Et si vous... Bon, je ne vais pas me battre, hein. Vas-y. Question 8. Comment éviter les récidives? C'est pas, je pense que tu peux deviner. Donc éducation, adaptation des doses d'insuline selon l'activité physique, selon les repas, selon, augmenter si épisode infectieux. Je sais plus ce que j'ai mis d'autre. Non mais t'as mis ce qui est. Et donc qu'est-ce que tu pensais s'il faisait une hyperglycémie? Autosurveillance par dextro et bonnette urinaire. Ouais. Ce qui est le plus important. Donc pour éviter les récidives, effectivement, reprendre son éducation, lui dire que surveiller ses glycémies, en cas d'hyperglycémie importante, supérieure à 2,5 g ou 3 g, faire une bandelette urinaire, et des protocoles en fonction des croix de cétone. Dans les services dans lesquels je suis passée, en général, c'était 4 unités d'insuline rapide par croix de cétone, toutes les 4 heures. Et si au bout de 3 injections d'insuline, il n'arrivait pas à juguler le problème, consultation aux urgences. Enfin, médecin généraliste aux urgences. Toutes les 4 heures. C'est toutes les 4 heures parce que l'insuline rapide dure 4 heures. Donc tu ne peux pas lui dire de la refaire plus tôt. Il me demandait si c'était toutes les 4 heures. Sinon, tu aurais un risque d'hypoglycémie et que
les 2 injections se croisent. Donc 4 unités par croix d'insuline toutes les 4 heures. Donc cela dit, surveiller, réaliser une bandelette urinaire si la glycémie capillaire dépasse 3 grammes. Autocontrôle, on l'a dit, et insuline rapide. L'ordonnance de sortie? Et surtout qu'il doit jamais. Elle me dit, il y a surtout qu'il doit jamais arrêter sa lente, effectivement. Non, c'est une bonne remarque que même s'il est à jeun, il ne doit pas arrêter sa lente et que sa lente n'est pas adaptée en fonction de ce qu'il mange. Donc jamais arrêter la lente, ne jouez que sur les rapides. Vous le rajouterez dans les corrections. Tout à fait. Donc question 9, rédiger l'ordonnance de sortie. Donc, identification du patient, identification du médecin, date signature. Donc, insuline rapide, Novorapide. Insuline lente, Lantus. Il faut prescrire aussi des bandelettes urinaires, des recharges pour le stylo d'insuline, pour les aiguilles, des pics pour l'autocontrôle glycémique. Ouais. Des bandelettes pour la lecture, pour l'autosurveillance glycémique et des compresses, de l'alcool. Et voilà. Un kit de glucagon éventuellement s'il n'en a pas. Non, c'est important. Donc juste, par contre, alcool et coton, ça on ne le fait plus. Maintenant qu'il y a des stylos jetables, il n'y a plus besoin d'alcool à 70 ou de coton. Donc si vous faites une ordonnance en 2008, effectivement, les stylos d'insuline, c'est des stylos le plus souvent jetables, ou si le stylo n'est pas jetable, c'est juste la cartouche d'insuline à changer. On leur met des aiguilles pour le stylo. Il faut qu'ils aient des lancettes pour mesurer leur glycémie capillaire. Les petites bandelettes de l'appareil pour mettre la goutte de sang. Des bandelettes urinaires pour surveiller leurs urines si la glycémie est élevée. Et le kit glucagène, si jamais il se met à faire des hypoglycémies. Leur conseiller de regarder d'ailleurs le mode d'emploi avec leur femme. S'il faut effectivement pour un kit glucagène, il ne faut pas habiter seul. Parce que dans l'urgence, en général, c'est la panique et donc c'est plus difficile. Et là, j'ai pas coté l'insuline, il est évident de lui mettre de l'insuline, que ça soit... Il y a différentes marques d'analogues, donc... Le plus souvent, c'est plus facile à retenir. La Lantus, c'est celle qui est la lente. Effectivement, Novorapide, c'est les rapides. OK? Est-ce que sur le diabète de type 1, vous êtes au clair? Si vous avez des questions après sur le diabète de type 1, on pourrait y revenir. C'est vrai qu'après, on va parler un peu d'obésité, de surpoids. Jeudi, on va parler de diabète de type 2. Mais je ne reviendrai pas sur le diabète de type 1. Donc l'insulinothérapie optimisée, les basales bolus, pas de collation.